Merci. Merci, chers invités, à tous d'être venus si nombreux, si matinalement. Donc ce forum, effectivement, a pour thème les intellectuels africains aujourd'hui et la question penseurs et acteurs de la rupture historique. Monsieur le maître de cérémonie le disait tantôt, l'Afrique du XXIe siècle est en pleine mutation. Certains, plus chagrins, préfèrent parler de crise, mais nous sommes dans le même registre en réalité. Et elle est désormais actrice d'une rupture historique majeure qui est vécue par beaucoup comme, je cite l'expression, la conquête d'une nouvelle indépendance. Dans les pays francophones, il s'agit de se libérer de la domination postcoloniale de la France. Dans les pays anglophones, c'est une lutte contre l'impérialisme américain. Mais ce projet de reconquête, ô combien légitime, ne peut pas être le recyclage de recettes qui ont conduit aux désillusions démocratiques des années 2000, et encore moins se borner à la mise en œuvre d'une technostructure qui s'apparenterait alors à une simple réforme. Du coup, un tel projet pourrait bien relever de la refondation, et même peut-être de l'invention, celle d'une nouvelle constitution, d'un nouvel État, d'un Malikura par exemple. Or, quelle que soit la nature du changement, réforme, refonte, réinvention, le projet est à affiner, à faire converger et à faire sens pour le plus grand nombre. Mais il est avant tout à penser. C'est précisément là que les intellectuels sont attendus, comme penseurs et parfois comme acteurs des grandes ruptures historiques, même s'il y a une distinction essentielle à faire entre les premiers et les seconds, et j'y reviendrai. Mais au fait, qui sont ces intellectuels? Ou plutôt, comment peut-on les définir? Penser à la fois dans la société et dans l'histoire relève-t-il nécessairement d'une culture, d'une sensibilité, d'un ethos? Ou bien pense-t-on selon les ambiances sociales, les désirs révolutionnaires, les convictions du moment? Ici, à Bamako, pour quiconque d'entre nous, ce qu'on appelle un intellectuel, c'est une personne qui a un métier qualifié d'intellectuel, c'est-à-dire une personne cultivée, instruite, qui maîtrise les connaissances. Et du reste, on ne confond pas cette personne avec ce qu'on appelle souvent ici un bureaucrate, c'est-à-dire quelqu'un qui ne travaille pas de ses mains, mais dans un bureau, comme son nom l'indique. Mais commençons par prendre finalement la définition que l'on trouve dans Wikipédia. C'est ce que je conseille à mes étudiants qui se lancent dans un projet sans trop en apprécier l'ampleur. On trouve ceci, je cite, « Un intellectuel est une personne dont l'activité repose sur l'exercice de l'esprit, qui s'engage dans la sphère publique pour faire part de ses analyses, de ses points de vue, sur les sujets les plus variés, ou pour défendre des valeurs, et qui n'assume généralement pas de responsabilité directe avec les affaires publiques et qui dispose d'une forme d'autorité. » C'est là, me semble-t-il, une assez bonne définition, mais un peu trop générique, et surtout une définition a posteriori, alors que l'intellectuel, finalement, a une histoire, qui n'est d'ailleurs pas aussi longue que cela. L'intellectuel, au sens commun du terme, au sens social du terme, est né très précisément le 13 janvier 1898, sous la plume d'Émile Zola, quand il publia sa tribune fameuse intitulée « J'accuse », à propos de l'affaire Dreyfus,
un officier de confession juive accusé à tort puis condamné par une justice antisémite pour intelligence avec l'ennemi. Dit ainsi, l'intellectuel n'est donc pas stricto sensu un expert, un terme qui vient du latin expertus et qui signifie celui qui a expérimenté, qui a fait ses preuves. Il n'est pas non plus, cet intellectuel, un savant, dont l'étymologie latine est sapiens, entendu dans le sens de sachant, celui qui sait. Et il n'est même pas un chercheur, dont un certain général français célèbre disait « Des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. » Plus sérieusement, le chercheur ou l'universitaire, puisque les universitaires sont aujourd'hui des enseignants-chercheurs, est le spécialiste d'un objet précis qu'il a parfois lui-même identifié, seul et défini. Il produit des savoirs, par exemple sur la formation de l'univers, sur la biodiversité, sur le climat, sur la virologie, ou encore pour rédiger un avant-projet constitutionnel. Dans ce dernier cas de figure, il est tout à la fois chercheur et conseiller technique, en ce sens où il met ses connaissances académiques au service des acteurs politiques. Le chercheur, comme le savant ou l'expert, ne sont évidemment pas sans intelligence et ils peuvent bien évidemment être des intellectuels. Mais dans le cadre de leur métier, puisqu'on parlera tout à l'heure du dur métier de l'intellectuel, ils sont contraints par la rigueur de leur discipline et leur expertise, la forme, le vocabulaire, la méthodologie, les hypothèses et jusqu'à la démonstration. S'il fallait trouver une sorte de plus petit dénominateur commun, on pourrait dire que l'intellectuel est un pur travailleur de la pensée qui mobilise la raison et la justice pour engager une éthique de la vérité. Cette éthique, écrivait avec justesse le politiste et chroniqueur Rahman Idrissa dans sa Gazette perpendiculaire, l'intellectuel la mobilise pour contribuer à l'émancipation de ses semblables. Ce faisant, ajoute-t-il, l'éthique de la vérité propre au métier de l'intellectuel n'est rien d'autre finalement qu'une manière, disons, politiquement correcte, de parler de l'éthique du doute. En ce sens, ni le religieux, pour qui la vérité est une et indiscutable, ni le politicien, pour qui l'idéologie fixe un seul cap tout aussi indiscutable, ni même l'homme d'État, pour qui l'économie de marché autorégulée est non seulement une pensée unique, mais aussi une pensée magique, ne sont des intellectuels à proprement parler. Le doute n'est pas permis pour eux, pas plus qu'il ne l'est pour le savant, l'expert ou l'universitaire, qui doivent définir, montrer et démontrer. Bref, le métier de l'intellectuel n'est pas le leur, aussi respectable soit-il, ce qui ne les empêche pas, évidemment, d'être des intellectuels en dehors de leur métier. Je m'explique. En réalité, le métier de l'intellectuel n'est pas vraiment un métier, mais plutôt une attitude, en même temps qu'une aptitude. Penser en tant que tel et rejoindre ainsi le parti pris de ce que le sociologue Karl Mannheim, farouche opposant au principe idéologique du marxisme, appelait les intellectuels librement flottants, c'est-à-dire non inféodés à un pouvoir, à une époque. L'intellectuel n'est certes pas apparu en 1898, de tout temps et en tout lieu. Il y a eu des intellectuels, non pas de profession, mais d'attitude. Ce sont ceux qu'on appelle les penseurs. Mais la particularité de l'intellectuel né sous la plume de Zola est double. Premièrement, il pense dans le doute, c'est-à-dire de façon critique et libre, et sa critique commence par lui-même. Deuxièmement, il ne pense pas seulement pour et dans la vérité, il recherche avant tout la justice. Dès lors, l'intellectuel contemporain, pour le distinguer des penseurs, n'est plus seulement observateur du monde, c'est-à-dire librement flottant, mais il s'engage dans la société en la pensant. C'est la quête de justice qui fait de Zola le prototype de l'intellectuel engagé, lequel n'est d'ailleurs ni un universitaire, ni un savant,
ni un expert, mais un écrivain, une plume, comme l'on dit. C'est en effet cette logique de l'engagement comme éthique de la justice, et non pas seulement de la vérité, qui déterminera désormais la classe sociale qu'on appelle les intellectuels, y compris lorsque leur engagement s'appuie sur une idéologie, c'est-à-dire un construit préalable qui les contraint, ou lorsqu'ils en forgent de nouvelles idéologies. Ainsi s'engageront des intellectuels africains tels que les universitaires Cheikh Anta Diop et Joseph Kizerbo, pères du panafricanisme, mais dont l'afrocentrisme diffère de la négritude d'un Senghor et d'un César, par exemple, en ce qu'il est conçu précisément comme idéologie. Bien qu'il ne soit pas passé par l'université, le Guinéen Souleymane Kanté, à l'origine vendeur de noix de cola, participera à sa manière de cet engagement idéologique qu'est l'afrocentrisme à travers l'invention d'une écriture mandingue que tout le monde connaît ici, le Nko. Du reste, cet engagement mandingo-centré sera réinterprété dans l'action politique, non pas en tant qu'écriture, mais en tant que culture et savoir situé. Rejeté par Sékou Touré et Modibo Keïta, qui y voyaient un risque communautariste, les savoirs produits par le Nko seront adaptés dans le cadre du processus de démocratisation et de décentralisation du Mali, par exemple. En revanche, tout autre est l'engagement de l'écrivain et dramaturge Wole Soyinka, qui, bien qu'auteur d'une œuvre ô combien africaine, reste étranger à toute idéologie et action politique, du fait même de la richesse du monde poétique qu'il conçoit. Ce faisant, il est bel et bien un intellectuel qui pense et s'engage lui aussi dans la vérité et pour la justice, mais sans doute plus librement, parce que sans idéologie. Dans ce forum, il s'agira précisément de se demander si l'intellectuel doit toujours et partout être engagé, et si oui, doit-il l'être idéologiquement ou librement? Ne doit-il pas plutôt être décentré, hors du pouvoir, de sorte qu'il puisse voir ce que les autres ne voient pas, un peu comme ces voyants célèbres dont la cécité offrait une vision autre du monde. À l'inverse, que faut-il conclure du silence croissant des universitaires africains en Afrique, alors que ceux qui vivent à l'extérieur pensent, luttent et changent même la société dans laquelle ils sont accueillis? Et pourtant, véritables faiseurs d'histoire, les intellectuels africains ont plusieurs fois et radicalement changé la face du monde. Sans remonter au-delà du XXe siècle, on évoquera immédiatement ceux dont j'ai déjà parlé plus haut et que j'appellerai, pour la cause, les intellectuels des indépendances. Ceux-là ont pensé et se sont engagés dans une quête de vérité, de justice, parvenant tout à la fois à vaincre le colonialisme et à construire autant de projets de libération des peuples africains. Plus proche de nous, il y a eu également ceux que j'appellerais les intellectuels des révolutions démocratiques, dont certains sont ici présents, et je les en remercie. Certains étaient déjà acteurs de la vie politique, d'autres étaient syndicalistes, d'autres encore des universitaires, des experts, d'autres enfin des artistes, des créateurs. Mais tous ont été penseurs et acteurs de la rupture historique, mettant à bas les partis uniques et promouvant une certaine émancipation de leur société. On pense enfin à ces intellectuels qui désormais pensent à leur tour la société pour la réformer, la refonder, la rectifier. Il s'agit de ceux que j'ai appelés ici les intellectuels de la rectification, parce qu'ils pensent et agissent dans une quête de vérité et de justice pour une remise en cause de l'ordre politique et économique du monde. Ces intellectuels de la rectification ont en commun, me semble-t-il, de faire le procès des années 90 et donc de leurs aînés, en remettant en cause les concepts portés par le libéralisme économique, droits de l'homme, société civile, bonne gouvernance, démocratie électorale. En cela, les intellectuels de la rectification semblent s'inscrire dans une logique que je qualifierais, mais qui reste à discuter, de post-démocratique, en ce sens où ils ont la conviction d'échapper à toute idéologie promue par l'Occident. La rectification semble en effet revisiter les valeurs politiques forgées par et pour l'Afrique.
patriotisme, souverainisme, panafricanisme, en mettant en place des leaderships issus d'un consensus non délibératif, le religieux, la tradition, le militaire. Entre les intellectuels des indépendances, qui pensaient la construction de la nation, ceux des révolutions démocratiques, qui pensaient l'émancipation, et ceux de la rectification, qui pensent le rétablissement d'une guidance, quelle est la place et le rôle des intellectuels africains aujourd'hui? Quel est désormais son métier, si celui-ci a changé? Et comment penser, questionner et transmettre au sein de l'université autant que dans la cité? Est-ce que l'espace artistique et littéraire est toujours celui d'une pensée libre, lorsque la lecture est devenue une pratique en perdition et que l'art est pour beaucoup une énigme culturelle? Est-ce que la rectification qui célèbre haut et fort le retour du peuple, Djamana, et du but commun, Kuntinena, promeut toujours la foi en son pays, ghanéen, ou celle en Dieu, Alako? Peut-on souscrire aux craintes de Ahmed Idrissa que j'évoquais plus haut, qui voit dans les intellectuels engagés d'aujourd'hui, je le cite, des fondamentalistes, parce qu'ils veulent retourner en 1940, en 1950, ou croient y être encore, à la manière dont les salafistes veulent retrouver le temps des compagnons du prophète? Comme en 1950, ajoute-t-il avec ironie, nous sommes colonisés, nos dirigeants sont des gouverneurs coloniaux et toutes nos misères sont causées par l'impérialisme qui demeure notre problème principal et même unique. Faut-il suivre enfin Achille Mbembe lorsqu'il met les Africains en garde contre les impasses intellectuelles précisément, le managérialisme et le brutalisme? Ce sont tous ces questionnements ô combien importants pour l'Afrique aujourd'hui qui seront non seulement défendus et argumentés tout au long de cette journée, mais aussi débattus par nos éminents invités et qui ont eu la gentillesse de venir s'asseoir aux 3 tables rondes de ce forum universitaire de Bamako. Bon débat et je vous remercie.